Bonjour à tous, lundi 28 mai 2018, dernier virage avant de refermer le chapitre mai. Et votre émission, elle est là, toujours avec ce même plaisir. Bonjour Marco. Bonjour Messi, bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous avoir ce matin. Abidjan vous salue, Abidjan qui est bien sûr un point focal par rapport à tout ce qui est événement. Tenez d'ailleurs, le Discope s'ouvre ce matin, le Discope c'est vraiment un grand moment pour tous ceux qui font de la télévision et on en reparlera tout au long de cette émission ou pendant toutes les diffusions, les émissions de RTI 1. C'est le début de semaine, hier la fête des mères vraiment a contenté tout le monde et les femmes nous ont obligés à rester, les mamans nous ont obligés à rester à la maison parce qu'il a plu toute la journée. Bonne semaine, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Christelle Akoussa, donc maman Christelle Akoussa, réalise bien sûr cette émission avec les différentes mamans ici sur ce plateau parce que c'est la prolongation aujourd'hui. Les femmes ont décidé de poursuivre la fête puisque hier, il a beaucoup plu. Et si on commençait cette émission avec une image, un lever de soleil, enfin un début quand le matin encore très jeune, quand le jour est en train de se lever, quelque part à Bata et à Bassam, regardez ce que ça donne. C'est parti. Ça doit être beau ça. Voilà des images comme ça, Messi, pour nous permettre de bien commencer la journée. Quand on regarde des images comme ça, on se dit oui, notre pays est beau, il y a de quoi, il y a des images auxquelles on peut s'arrimer pour bien commencer notre semaine. Pourquoi Effectivement, et là, ça nous montre que tout dépend du côté où on se situe, Marco. Parce que quand on voit Abata, on ne se rend pas compte de la beauté de ce quartier-là. Avec le drone, là, ça nous donne une autre image. Et ce sont des images d'un jeune vidéaste amateur, il s'appelle Roméo, il habite à la Riviera 2. Avec son drone, il a dit, bon, on va faire des images. Et puis, il nous a proposé comme ça. Vous pouvez le faire, mesdames et messieurs, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous nous envoyez des images de comment le jour se lève chez vous. Et nous nous ferons un plaisir de présenter ça. Et puis, qui sait, un jour, peut-être qu'on peut vous offrir un voyage ici, là-bas.
Voici Marco. Oui, on a vu Marco avec son... Ouais. Voilà, ça sent les vacances, oh là là Marco, là ça là sent les vacances. Honnêtement, on n'a plus la tête. Enfin bref, oui, on a la tête à toujours travailler parce que c'est un plaisir de vous servir. Et c'est dans 5 semaines seulement les vacances. Vous doutez de ce que vous dites ou quoi? Pardon? Vous doutez de ce que non, vous dites? Il y a des gens qui veulent avoir un pouvoir, le pouvoir de multiplication même des jours. Même, parce que vraiment, c'est pas évident. Il faut féliciter ceux qui se lèvent tôt le matin pour vous proposer cette émission. Je vous assure, mesdames et messieurs, que c'est un véritable sacerdoce. Mais ça fait plaisir parce qu'on est heureux de vous servir. Et c'est ça qui compte. Il faut avoir la bonne humeur, il faut avoir la pêche, il faut avoir la forme, quoi. Bref, la gym, c'est parti. Bonjour chers téléspectateurs, je suis de retour pour toujours vous donner des exercices à vous couper le souffle après une bonne semaine de Strong by Zumba avec le coach Kadi à qui je fais un coucou au passage. Alors aujourd'hui nous allons travailler le haut du corps, pour ça il vous faut des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, on répète à chaque fois des bouteilles remplies d'eau ou de sable, ça va faire l'affaire. Alors on part directement pour les échauffements, on fléchit légèrement les genoux là et on fait des rotations. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens, allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors, on prend nos haltères déjà. Premier exercice. OK, on va faire un T qu'on va refermer. On part là, on monte, on ouvre à nouveau les bras et on descend. Ça fait 1, on en fait 10. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, super. 3, 4, 5, super. 6, allez, courage. 7, 8, 9, dernier. Ok, super. Alors, vous prenez 10 secondes de repos, ok. Et puis, on repart encore pour un deuxième passage. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super, 7, 8, 9, dernier. Ok, super. En principe, là, déjà, vous avez les trapèzes qui sont en feu. C'est justement l'objectif que nous recherchons, c'est de bien travailler toute cette zone-là, la zone des trapèzes, épaules, ok? Donc, n'hésitez pas à répéter ces mouvements chez vous. Le deuxième mouvement que nous allons faire aujourd'hui, regardez, on tend le bras gauche là, et le bras droit reste collé à la cuisse, et on le replie là, juste là. 1, et on repart, ok? On va faire ça 10 fois, 2 fois de chaque côté. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti, on lève le bras gauche et 1, allons-y. 2, 3, gardez le coude collé au corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, et 10, super. Allez, on descend les deux bras, on lève le bras droit. Top, c'est parti. 1, le coude reste collé au corps. 2, 3, 4, 5, on tend bien le bras, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on change de côté. Allez, on y va. Dernier passage. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendez bien le bras. 9 et 10. Dernier passage. Allez, bras gauche qui se plie. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, le dernier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui pour cette série, travail haut du corps. Regardez, les bras sont sur les cuisses. Là, on monte. Là, comme ça, et on pousse. 1, on redescend. 2, on va faire épaule et jeter. D'accord? Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. On lève bien les coudes. Et là,
On pousse. 1. 2. Super. En principe, les épaules, les trapèzes, ça travaille. 3. 4. Super. Allez, courage. 5. 6. Si vous avez du gras au niveau du cou, du dos, des trapèzes, c'est un très bon exercice pour vous permettre justement de renforcer cette partie. Allez, 8. 9. Dernier. Et 10. Super. Allez, on souffle. Répétez ces exercices chez vous à la maison. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. Merci coach Fabio. Travailler le haut du corps pour avoir une silhouette harmonieuse. C'est très très important parce que Comme ça fait vous. bizarre, hein, Marco. Comme vous, pour avoir la belle silhouette de Nessindri, c'est ça. Mais il me faut un peu plus de muscles, hein, un peu comme le coach Karl. Ah, Voilà. d'accord. Non, on vous préfère comme ça. Vous êtes bien, vous êtes bien, quoi. Vous respirez la santé, vous êtes pétillante. Voilà. Et puis, on peut vous emmener comme ça, pour se promener hein, partout. Merci. Par exemple, regardez la route, les voitures passer, avec Nessie, bras dans les bras, et puis voilà, ça donne le point haut de Christelle Akoussa. C'est parti. Réveillez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes là, c'est Abidjan qui vous réveille. Nous sommes très heureux de vous montrer l'état du trafic. Et là, nous sommes sur le boulevard Lagunaire. Marco, aujourd'hui, il y a un joli soleil. Hein. Ah oui. Comme quoi, les nuages sont très... Parlons pas trop vite, parce que hier, on s'apprêtait à faire les courses pour les mamans et la pluie nous a cloués à la maison. Ben, c'est bien quand même. Hein. Toute la journée, là. Les mamans, elles ont eu l'opportunité d'avoir leur famille pour elles toutes seules. Ça, c'est vrai. Parce que les Ivoiriens ont très peur de la pluie. S'il y a une chose très peur de la pluie. S'il y a une chose qui freine les Ivoiriens, et moi, c'est la pluie, n'est-ce pas, Nessie? Donc elles ont pu profiter, je sais que c'est le plus beau des cadeaux, d'avoir tout le monde à la maison. Les mamans de Trècheville aussi ont fêté la preuve. Trècheville est vide ce matin, parce que hier, la fête a été très cool hein, dans la cité Nzassa, malgré la flotte. Les mamans de Trècheville étaient avec leur mère, Monsieur Amicha, et c'était super. Voilà, et du côté du troisième pont de l'échangeur, on penche un peu la tête. Hein. On penche la tête. Si vous êtes couché, redressez-vous un peu, et puis voilà. Voilà, tranquillement. Voilà. Tout se passe bien, c'est bon. Tout se passe très bien, Marco. Allez, où est-ce qu'on va maintenant, Nessie? Marco, ça se passe tellement bien. On a fait du sport, on a voyagé un peu, on a fait du sport. On allait voir ce qui se passe sur les routes. On va aller maintenant en cuisine, Marco. Oui. Et qu'est-ce qu'on mange? C'est lundi. Un peu de diététique, hein, ça ne fera pas de mal. Un peu de diététique? Bah, oui. Vous êtes sûr? Et dans la diète, on parle de quoi aujourd'hui? Dans la diète, Marco, on parle de chep. Chep. Ah bah ouais. Chep et diète? Chep et diète. C'est une combinaison qui peut marcher? Chep et diète. Chep et diète. Chep et diète. Chep et diète. Cheboudienne, chep et diète. C'est parti. Allez, bienvenue dans la chronique diététique. Aujourd'hui, on voyage. On part où? On part au Sénégal. On part au Sénégal découvrir ou redécouvrir le tchapougan. Bon, je ne connais pas bien la prononciation, mais ici, on l'appelle le tchèp. Et ça sera fait à la façon ivoirienne. Et celle qui va vous proposer sa façon de faire le tchèp, c'est mademoiselle Kakou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, c'est du tchèp que vous nous proposez. Alors, pour faire le tchèp, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour faire le tchèp, il nous faut du riz et du poulet et des oignons. Et ça, c'est un peu mélangé. Il y a du gingembre, ail, persil, poivre et puis le soumara, la graine de soumara. Et puis la courgette, du piment, du gombo, piment fort en pâte, feuille de dattes et la moutarde, les aubergines gelées, feuilles d'oignon, du chou, carottes, poivrons, manioc, et du sel, poivre, poudre de soumara et de l'huile. Ok, super. Et là, on a préalablement grillé nos poulets. Oui. On commence par quoi? On va commencer par les ingrédients. D'accord. On va faire revenir les ingrédients. Oui. Je vais mettre de l'huile. Quoi, une cuillerée à soupe ou bien à café? À soupe. À soupe. Ensuite, Ensuite,
je mets du Yet. Ensuite, On met notre mélange. on mélange. Un peu de poivre. On peut pincer. On peut pincer de poivre. Et puis, La poudre de sous-marin. Un peu de sel Un aussi. peu de sel. Ensuite, la La moutarde. moutarde, ça c'est juste un peu. Ensuite, je prends le chou. Aubergine gelée. Aubergine gelée. Ensuite, on met du poivre. Final. Un peu de ciboulette. On va refermer. Donc, à 20 minutes D'accord. pour pouvoir retirer les ingrédients. Et puis maintenant, la suite, mettre le riz. D'accord. C'est bien compris. Donc on attend. Dans 20 minutes, on reviendra pour faire tout ça. Ok, les légumes sont prêts, je vais On va les retirer. D'accord. Ensuite, On passe à la préparation et du riz. voilà, Il n'y a rien à rajouter, juste le riz. juste le riz. On va diminuer le feu, faire à feu doux. Pour la cuisson du riz, ça veut pas combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Bon, là, je pense que c'est prêt. Ça sent très bon. Merci. Donc là, on va passer à la dégustation. La suite, je vais prendre les légumes. Mes Légumes, oui. Ok. C'est bon. Voilà, c'est prêt. Alors, on a notre chip façon Mademoiselle Kako. Ouais. Donc, on va prendre des assiettes là pour la dégustation. Le meilleur moment, hein. Le meilleur moment depuis le début de la préparation. J'attendais patiemment qu'on arrive là. Au moment où je déguste. Parce que ça sentait tellement bon que je me demandais, mais à quoi est-ce que ça allait ressembler dans ma bouche? Bon Et j'y vais. appétit. Merci. Là, on est au Sénégal, non? C'est délicieux. C'est délicieux. Et Merci. ce que j'aime particulièrement, c'est le soumara. Quand on retrouve là, l'odeur a quasiment disparu, mais on ressent le goût de soumara. Ouais. C'est délicieux. C'est comme ça. Ah, vraiment. Ah, ça, c'est votre façon. Normalement, ça ne doit pas s'appeler chip. Vous devez trouver un nom à cette recette-là. Ah bon? Parce que pour tout vous dire, ça n'a rien à voir avec Ouais, le chip. le chip. Je ne peux pas dire que c'est meilleur que le chip. Chip. Les Sénégalais en face vont me tuer. Mais c'est bon. Hein. C'est vraiment bon. Merci. Donc on espère que vous avez pris note. C'est une recette à découvrir. N'hésitez surtout pas à la reprendre chez vous. Au revoir. Eh oui, voilà.
Franchement, bonne digestion. Le tchèp avait une couleur bizarre et puis vers la fin, voilà, on a vu que le tchèp était homologable, donc reconnu par toute la communauté sénégalaise qui nous a appelé pour nous dire oui, ce tchèp est officiellement certifié. Et surtout diététique, Marco. Et surtout diététique. Et hier, c'était l'occasion pour les hommes d'entrer en cuisine et concocter de bons plats pour leur maman. C'est à partir de ce moment que je suis leur plus femme. Vous avez fait ça, Monsieur Guité? Je suis venu pour faire du sport. Je ne suis pas grand cuisinier quand même. Mais qu'est-ce que vous avez offert à votre mère? Un téléphone. Je ne vais pas donner la marque pour ne pas faire de la publicité. Bah oui, vous avez intérêt. Moi, par contre, un petit téléphone et vous? Depuis la semaine dernière, tout le monde s'occupe très bien de moi, surtout Marco. Ah bon? Et aujourd'hui, il est venu avec de la viennoiserie pour moi. Pas que pour moi, pour toutes les femmes de l'équipe. Marco, bon, on ne certifie pas. Tout le monde ne certifie pas. Un véritable chevalier. Vous êtes galant. C'est les gens qui me négligent. Merci beaucoup. Matin Bonheur continue avec Patrick Guité. Avec lui, on va parler de sport. Patrick, ça va bien? Ça va très bien. Alors, votre week-end a été? Oui, ça a été. Ah oui, il y avait beaucoup de sensations. Hein. Beaucoup de sensations, même s'il a beaucoup plu dimanche. Oui, il a beaucoup plu. Et c'est ce week-end-là que j'ai vu qu'on peut avoir un match à 8000 km et ça peut donner de l'argent à quelqu'un. À 8000 km de l'autre côté de la Terre, c'est magnifique le football. Allez, sport, c'est parti. Qui a parié? Avant d'en arriver au foot, mesdames et messieurs, si on passait par la piste de Talou et d'Aouré, ça donne quoi, Patrick Guité? Eh bien, Muriel Aouré est venue derrière Marie-Josée Talou, qui s'est illustrée à Eugène aux États-Unis. C'était lors de la 3e étape de la Ligue de diamants d'athlétisme. Marie-Josée Talou, après son sacre à Doha, eh bien, a devancé sa compatriote Muriel Aouré en 10,88 et Muriel Aouré est arrivée en 10,90. C'est pour vous dire que l'athlétisme féminin ivoirien est toujours au sommet donc, de l'athlétisme international. Ces deux gazelles de l'athlétisme ivoirien sont arrivées devant Hélène Thompson, qui est la championne olympique. Elle est arrivée en 10,98. Et pour revoir donc Muriel Aouré et Marie-Josée Talou, il faudra attendre le 31 mai prochain pour la 4e étape de cette Ligue des Diamants qui se déroulera, on va le dire, à Rome, en Italie, à Rome, la ville éternelle. On espère que Marie-Josée et Muriel porteront haut, encore une fois, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et ça permettra au mois de mai de se refermer en beauté. Bien entendu. Et justement, à Rome, les taekwondoïnes ivoiriens, ils sont déjà. Oui, ils y sont. Ils devront s'envoler aujourd'hui même pour la capitale italienne pour participer au Grand Prix de Rome. La cérémonie de bénédiction, on le voit ici à l'écran, le président Bamba Cheikh Daniel en train de bénir avec de l'eau bénite les athlètes qui participeront donc à cette compétition. Vous avez vérifié que c'est de l'eau vraiment parce que vous savez, le président Bamba Cheikh est très très religieux et donc il ne s'amuserait pas à verser de l'eau qui n'est pas bénie. Non, je vérifie. Ça pourrait être autre chose. Ça peut être autre chose. En tout cas, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Officiellement, c'est de l'eau. Officiellement, c'est de l'eau. Officieusement aussi. Ils seront 6 athlètes, 6 éléphants à défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. 3 ont participé à cette cérémonie de bénédiction. C'était le samedi dernier dans les entrailles donc, du stade Félix Houphouët-Boigny qui abrite le siège technique de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le capitaine Bané Seydou était présent à cette cérémonie. Et Cissé Cheikh Salah, Ruth Bagui et Zokou Firmin, eux rejoindront donc la délégation ivoirienne, eux qui sont en train de se préparer ou qui se préparaient en Europe. Ils vont retrouver donc leur coéquipier, leur compatriote, pour porter également haut le drapeau ivoirien à cette compétition. Pour rappel, la victoire à cette compétition permet de gagner 40 points et c'est important avant donc les Jeux de Tokyo en 2020. Si vous avez beaucoup de points, vous aurez un meilleur classement et vous aurez un tirage au sort assez favorable pour cette compétition des Jeux Olympiques. Et puis, pour rappel également, cette occasion a été pour Bamba Cheikh Daniel d'indiquer aux différentes parties que la crise au taekwondo s'est terminée. Le CNO et son comité ad hoc ont été dissous par le communiqué donc, du ministère des Sports qui a concilié les deux parties. Il y a un point également de cette résolution qui me gêne un peu, c'est-à-dire que Bamba Cheikh Daniel ne pourra pas se représenter pour un autre mandat, alors que pour moi, c'est l'Assemblée générale qui devrait décider de cela. Mais bon, la crise, c'est fini. Le taekwondo revit et on espère avoir encore des médailles pour cette discipline qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Voilà, on va finir les palabres. Maintenant, place au tatami, c'est ça?
C'est mieux, hein, c'est mieux. Là, c'est le tatami pour la compétition. Même si le tatami aussi, vous ne pas là. Oui, mais là, c'est dans le cadre de la compétition. Et puis, voilà, Et en attendant, Rome, Marco, ici, on partait à Yopougon. À Yopougon, où se trouvent les nouveaux champions de Côte d'Ivoire. Glamour comme Rome, mais c'est bon, c'est chez nous quand même. Yopougon, la commune de la convivialité qui est championne. Et de tous les extrêmes. Et la commune de la convivialité qui est championne de rugby pour la première fois. Eh bien, le rugby à 15 a un nouveau roi. C'est le rugby club de Yopougon qui a battu TBO le samedi dernier au stade de l'INJS sur le score de 19-15. On voit ici la joie débordante des joueurs. Très débordante. Oui, des joueurs de Yopougon. Et puis ici, la remise du Brennus, du bouclier de Brennus. Du Brennus à l'ivoirienne. Ben oui, au capitaine du rugby club de Yopougon. Babius. Eh bien, TBO est tombé après 8 titres consécutifs. C'était le maître incontesté donc, de cette discipline en Côte d'Ivoire depuis le samedi dernier. Eh bien, c'est Rugby Club de Yopougon qui est champion et on espère qu'ils continueront comme ça à ce niveau de la compétition parce que le rugby était dominé par 13 villes depuis 8 saisons consécutives. Alors le volet maintenant, championnat national, les finalistes, mesdames et messieurs, sont connus. Oui, le hall de sport de Treichville abritait le samedi dernier les demi-finales du championnat national de volley chez les dames. La SEC et le club omnisport Descartes ont composté leur billet pour la finale. Les Mimosas ont battu Son par 3-7 à 0, Et quant aux Cartésiennes, eh bien, elles sont venues à bout du Stella Club d'Adjamé sur un score de 3-7 à 1. Ils ont bâti, là. Bon, pas bâti. Battu. Ils ont bâti une maison. Ils ont bâti leur victoire. Ils ont bâti leur victoire. Chez les hommes, eh bien, la SOA a battu Ivoire par 3-7 à 2. Et on va dire que l'INJS a pris le dessus sur Ice Police. 3-7 à 0. Les finales vont se jouer les 22 et 23 juin prochains. Et si besoin, il y a les 24, puisque si les deux équipes, les finalistes sont à égalité, il faudra une belle. Et la belle va se jouer le 24 juin prochain. Ça sera toujours au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Alors, on a également la 25e journée de la Ligue 1. Le COE est relégué en Ligue 2. Ligue 1 ivoirienne, il faut Oui, Ligue 1 ivoirienne, parce qu'il y a Ligue 1 en français. Oui. COE, peut-être d'autres. Ça peut étonner des gens qui nous regardent à travers le monde entier. Parce qu'on est face au PSG. Voilà. On dit COE, c'est une équipe française. C'est le COE de chez nous, à San Pedro, Côte d'Ivoire, la ville balnéaire, on peut dire ça comme ça. COE donc relégué en Ligue 2, 10 ans après, oui. C'est une histoire triste. C'est une histoire triste, puisque 10 ans après donc son accession en Ligue 1, le CV Sport de San Pedro évoluera la saison prochaine en deuxième division du football ivoirien. Il faut le noter. Les COE battus lors de la 25e journée de Ligue 1 par la SEC Mimosa sur le score de 2 à 1 sont condamnés à une journée du thème de la saison. Il va dire qu'avant même la 26e journée, les coéquipiers de Mangwa Marc et du président Eugène Diomandé sont relégués en Ligue 2 après avoir enchaîné en 2012, 2013, 2014 des titres de champion de Côte d'Ivoire, après avoir participé à la finale de la Coupe de la Confédération en 2014. Et bien le COE part en Ligue 2. Et on voit à l'image les différents résultats de cette 25e journée avec l'Azida Bengolo qui est tombé face à l'AS Standa et puis l'Africa qui a battu le WAC 2-0. Enfin. Terminons, il reste 1 minute pour dire que si le COE descend, il y a un autre club qui monte à la puissance 13. C'est le meilleur club du monde, toutes tendances confondues, sans discussion. Hala Madrid. Il y en a qui disent Sala Madrid. Alors, le Real de Madrid Zidane doit être bien content, là. Bah ouais, 13e titre de champion. Zinedine Zidane. 13e titre de champion, 3e consécutive avec Zinedine Zidane à la tête de cette équipe. Et puis, vous voyez sur l'image un petit drapeau rouge avec une étoile verte. C'est Achraf Hakimi qui est, lui, le premier Marocain à avoir remporté la Ligue des Champions. Et même s'il n'a participé qu'à un match, mais il a participé également à cette victoire. Et puis, malheureusement, pour les Africains, alors là, on voit l'image, ce retourné acrobatique impressionnant, exceptionnel de Gareth Bale qui permet donc au Real de Madrid d'accrocher son 13e titre de champion d'Europe.
Merci beaucoup. Hein. Là, vraiment, il n'y a plus de discussion possible. Le Real de Madrid est le meilleur club de tous les temps, le meilleur club du monde mondial. C'est qu'il y en a à travers je sais qu'il y en a à travers la télé qui veulent attraper ma bouche, mais c'est la réalité. Meilleur club, 13 Ligues des Champions. Qui dit mieux? Chapeau à Zinedine Zidane, qui est vraiment l'un des hommes les plus bien lunés du monde entier. On ne comprend pas. C'est un bon technicien. Oui, un bon technicien. Il a trois Ligues des Champions d'affilée. Oui. Vraiment, Monsieur Zidane, donnez-nous, comment on dit, Jean-Pierre, mon gars, donnez-nous votre potion magique, ouais. parce que c'est pas possible que quelqu'un soit si bien luné, quoi. Allez, Martin Moneur également est bien luné, parce que ça se passe bien depuis 2 saisons. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve juste après avec la ravissante Maïsako qui vous présente les principales articulations de l'information juste après la météo. C'est parti. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Au lever de ce jour, la masse nuageuse présente sur la mer grossira tout en rendant le littoral un peu moins le sud forestier nuageux avec quelques pluies. Le reste du pays restera généralement nuageux, bien que quelques pluies pourraient localement être enregistrées à l'ouest. Les températures au lever de ce jour, 23 degrés pour Abidjan, 22 à Adiaké, 25 degrés pour la région du Gantougo, 24 degrés à Boaké, 25 à Daloa et à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa et à Korogo, 23 pour le Tompi, 25 degrés à Odiéné, 22 à San Pedro, 23 pour Sassandra, 22 à Tabou et à Yamoussoukro. Cet après-midi, le littoral et le sud forestier connaîtront quelques éclaircies favorables à l'intrusion du soleil et au réchauffement, ce qui débouchera localement en fin d'après-midi sur des développements nuageux pouvant encore donner de la pluie. À l'ouest, pluie et orages seront au rendez-vous en milieu ou en fin de période. Ailleurs, le temps restera généralement nuageux. Les températures de votre après-midi 30 à Abidjan, la ville d'Adiaké affichera 29 degrés, 35 pour Bandoukou, 33 degrés à Boaké et à Daloa, 35 à Dimbokro, 32 degrés pour la ville de Gagnoa, 35 à Korogo, 29 à Man, la maximale de 35 relevée à Odiéné, 30 degrés pour San Pedro, 29 à Sassandra, 28 pour Tabou et 32 à Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. À tous et à toutes, excellent lundi. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. La fête des mères, fête annuelle célébrée en l'honneur des mamans, a eu lieu hier. C'était l'occasion pour les enfants d'offrir des cadeaux à celles qui leur ont donné la vie. Cette célébration s'est tenue dans l'ensemble du pays. Mais quelle est l'ambiance qui a régné dans le district d'Abidjan? Des réponses dans ce reportage signé Guy Roger Nguessan et Michel Digri. Ma maman, pour moi, c'est une personne très importante. Elle est toujours là pour moi. C'est une personne très spéciale. Maman se débrouille pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on ait une bonne éducation, pour tout. Des enfants qui expriment leur amour, une maman qui se sent comblée, une scène de tendresse, c'est cela la fête des mères. En ce jour, l'occasion est donnée de vivre ou de revivre une communion mère-enfant. Oh, je suis contente, ça me va droit au cœur. Disons que c'est ma prière, hein. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même à mes enfants, leur inculquer des valeurs. Et si aujourd'hui je suis spéciale pour eux, vraiment ça me va droit au cœur. Et pour rendre hommage à celles qui donnent la vie, quoi de plus significatif qu'un présent? Dans les rayons de quelques grandes surfaces visitées, les retardataires s'activent pour trouver le cadeau idéal.
Les articles à offrir varient d'une personne à une autre, n'empêche qu'ils ont la même signification. Nous sommes sortis malgré la pluie pour essayer de faire plaisir à nos mamans, c'est-à-dire acheter des cadeaux symboliques pour juste leur dire que nous les aimons, nous sommes avec elles, nous voulons aujourd'hui les magnifier, les fêter. Pour Konesita, mère de 4 enfants, recevoir un cadeau rappelle de beaux souvenirs et valorise la mère. On se retrouve un peu comme au jour de l'accouchement. Les premières émotions qu'aucune mère ressent lorsqu'elle vient de donner vie à un enfant, ce sont ces émotions-là qu'on ressent. On se rappelle qu'on a de la valeur et que les enfants s'en souviennent. Ça nous amène à oublier toutes les difficultés liées à l'éducation d'un enfant. Et ça nous rappelle également que notre mission est grande et que les enfants ont vraiment besoin de nous. Nous aussi, nous avons besoin de nos enfants. Les magasins et grandes surfaces connaissent une affluence et font de bonnes affaires. Nous constatons que le magasin est plein, que les Ivoiriens sont vraiment engagés pour cette fête-là. C'est ce que nous constatons. Vous remarquez avec moi que les clients sont là, les caissières sont débordées et véritablement ça nous fait plaisir. Un seul dimanche ne suffira certainement pas pour célébrer les mères au regard de ce qu'elles font au quotidien pour la famille. Mais dans 3 semaines, un autre pilier de la cellule familiale sera à l'honneur dans l'espoir d'une fête des pères tout aussi conviviale. En termes de présent, le pain traditionnel ivoirien pourrait intéresser les mamans. Des journées ont d'ailleurs été consacrées à ce produit. Elles visent à valoriser le textile traditionnel du pays en vue d'en faire un puissant levier d'autonomisation des femmes. Ces journées se sont tenues du 24 au 26 mai dernier. Elles ont été initiées par la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Nadia Eja Fankwadio. La femme au cœur du secteur du textile traditionnel en Côte d'Ivoire, de la filature du coton à la commercialisation des tissus, aucune étape ne lui échappe, un intérêt qui s'explique. J'ai fait une formation de modéliste. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas promouvoir le pain de chez moi? Depuis tant de nos grands-mères font, nos mamans, jusqu'à aujourd'hui, nous on fait. Héritage de mère en fille, passion personnelle, gain financier, les femmes du secteur se disent satisfaites. Depuis 1985, je suis dans la vente des pains baoulés. C'est ce que je fais pour m'occuper des enfants. Un rôle important pour l'autonomisation de la femme. Chantal Guiraud est tisserande, teinturière et présidente de la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Elle s'est donnée pour mission vulgariser ce secteur à travers les journées du pain traditionnel ivoirien. Thème de cette première édition textile et valorisation du pain traditionnel ivoirien, enjeux et perspectives pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Mais nous voulons montrer à tous que nous sommes aptes à affronter les marchés internationaux. C'était très porteur. La femme a sa place et ça peut la rendre vraiment autonome. 3 jours, elles ont pu échanger sur les enjeux du secteur. Les formations et des expositions ventes ont animé ces journées. Pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme, le pagne traditionnel joue un rôle capital. On ne sort pas un pagne traditionnel n'importe comment. Ça dépend des cérémonies, des lieux. Et c'est ce que les touristes viennent rechercher. L'âme de notre pays, l'âme de la diversité de la Côte d'Ivoire. Le textile, un secteur porteur donc, il est important aussi bien pour le tourisme que pour l'économie. En santé, l'USAID, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que d'autres partenaires viennent de mettre en place la télémédecine à travers un partenariat public-privé. Ce projet a pour but d'améliorer la qualité des services de prévention, des soins et du traitement des patients infectés par le VIH à travers l'utilisation des TIC. Son coût, 333 millions de francs CFA. Il concerne Abidjan, Bouaké et Boundiali. Fankwadio. Plus besoin pour les médecins du district sanitaire de Boundiali de référer leurs patients vers un centre de santé de niveau supérieur. Ils peuvent, grâce à la téléexpertise, bénéficier d'orientation de spécialistes basés à Abidjan dans la prise en charge des patients. Un projet de télémédecine a été mis sur pied pour leur permettre de bénéficier de formations à distance et aussi de téléexpertise. Nous organisons ici, dans ce centre de télémédecine de Filtissac et de Boundiali, chaque vendredi, de 10h à midi, des sessions de téléexpertise. Les médecins de Boundiali, du district de Boundiali, se mettent dans la salle
à Bundiali et par visioconférence, ils discutent, ils présentent leurs cas cliniques les plus complexes où ils ont des difficultés aux experts. Ce qui évite, premièrement, que ce patient soit référé et deuxièmement, ce qui évite très souvent, comme on l'a vu dans les cas qu'on a déjà eu, les cas d'échec thérapeutique. Ce projet financé par l'USAID, IPS et la Fondation Aga Khan, à hauteur de 333,5 millions de francs CFA, va permettre, selon les praticiens, de résoudre d'énormes problèmes auxquels les médecins du district sanitaire de Bundiali étaient confrontés. Nous sommes pratiquement à 600-700 km d'Abidjan et souvent nous sommes confrontés à un problème de spécificité dans la prise en charge de certains de nos patients dans différentes pathologies. Et c'est dans ce sens-là que ce projet vient pour nommer, pour rapprocher bien entendu des cas cliniques qui paraissaient un peu difficiles à traiter. Dans sa première phase, ce projet a permis d'obtenir des résultats probants. Entre autres, 165 professionnels de santé formés, 83 cas cliniques de VIH discutés pendant les téléconférences et 18 séances de formation en ligne dispensées. On vient de voir à travers cette présentation ce que les numériques peuvent apporter dans l'amélioration de la qualité des soins. C'est important. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser plusieurs outils. Et cet outil nous paraît important pour améliorer la performance de nos patients. Ce projet a aussi pour objectif augmenter le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique à VIH et le nombre de personnes séropositives qui bénéficient de thérapies antirétrovirales. Nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est une période de piété et de partage. Dans ce contexte, membres du gouvernement et responsables du Conseil supérieur des imams se sont retrouvés samedi pour rompre le jeûne. Ont également pris part à cette rupture collective les membres du corps diplomatique, des cadres musulmans ainsi que des rois et chefs traditionnels. Parga Sorokoni. La repentance, le pardon et la crainte des dieux. C'est sous ce signe qu'a été placée la traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. À cette occasion, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a exhorté l'ensemble de la communauté musulmane au partage, à l'entraide et à l'amour. Il a aussi invité les cadres musulmans, mais aussi les fidèles, à plus de solidarité et de générosité en ce mois de Ramadan, mois de miséricorde et de partage. En instituant cette rupture collective, le Conseil supérieur des imams, au-delà des retombées spirituelles positives, enregistre également des retombées sociales indéniables. Cela rapproche les guides religieux dans un environnement de convivialité particulière, avec possibilité d'échanges utiles et cordiaux. Cela est en soi très positif. Cette rupture collective du jeûne du Ramadan du COSIM a vu la participation de représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, des imams, des guides des autres confessions religieuses, des rois et chefs traditionnels. Elle a également bénéficié du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, du grand médiateur de la République et des membres du gouvernement. Le président nous a demandé de vous dire, beaucoup a déjà été fait pour la réconciliation entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale, pour le développement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il vous demande donc, vénérés guides religieux, de poursuivre vos actes de dévotion et de prière à l'endroit de notre pays afin que les objectifs qu'il s'est fixés, qui se résument dans le bonheur de l'Ivoirien, puissent être atteints. Louanges, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse. Ailleurs, Giuseppe Conte a renoncé ce dimanche après avoir été reçu par le président italien Sergio Mattarella à être Premier ministre alors qu'il avait été désigné pour occuper ses fonctions par les antisystèmes et l'extrême droite. Le chef de l'État a refusé Paolo Savona, économiste eurosceptique au ministère des Finances, ouvrant la voie à de nouvelles élections et à une crise politique sans précédent en Italie.
Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papier, est devenu hier un héros, 24 heures après avoir escaladé un immeuble du 13e arrondissement de Paris pour sauver un enfant suspendu dans le vide. Partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo de son acte de bravoure a été vue des millions de fois. La crise des routiers empire au Brésil, où l'on proteste contre l'augmentation du prix de l'essence. Au 6e jour de grève et de mobilisation nationale, le pays est paralysé par des barrages routiers. Manque d'approvisionnement, pénurie d'essence, même la décision du gouvernement de mobiliser l'armée pour débloquer les routes n'a pas pu changer la donne. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci Maman Maï. Merci à vous deux. Vous avez passé une très bonne fête des mères hier. Oui, merci Vous le méritez parce que vous êtes une mère très attachante. J'ai eu l'occasion de le vérifier. C'est pour ça que j'en parle. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci aussi à Maman Nessie. Oui, Maman Nessie. On a des mamans de toutes les générations. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous également, à toutes les mamans magnifiques, ravissantes qui nous regardent en ce moment pour Matin Bonheur. On va aller voir une autre maman, tout aussi talentueuse et dynamique, qui fait plaisir aussi à sa famille. Elle s'appelle Gabrielle Zani et chaque lundi, elle a cette occasion-là de recevoir des invités avec son ton corrosif qu'on lui connaît, surtout sa recherche effrénée de la vérité. Aujourd'hui, elle reçoit pour vous, mesdames et messieurs, Monsieur Bayoro, c'est cela, Huberson, président du collectif national des résidents des logements coloniaux sur le thème déguerpi de Cocody Danga. Instant vérité, c'est maintenant. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes toujours dans Matin Bonheur. Mardi 8 mai dernier, des habitants de Cocody Danga Bel-Air sont déguerpis dans une opération menée par la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Plusieurs familles sont touchées par ce déguerpissement. Ne sachant où aller et sans grands moyens, les familles ont décidé de camper sur place au milieu des décombres des maisons détruites. 2 semaines plus tard, le gouvernement réagit. Après l'aide octroyée par la SICOGI au déguerpi, le gouvernement offre à nouveau une aide au relogement. Malgré cet appui financier, ça grogne toujours à Cocody Danga Bel-Air. Non à l'argent, oui, pour être propriétaire en titre des maisons. Quelle solution face à cette crise qui oppose la SICOGI au déguerpi de Cocody Danga Bel-Air? Il y a 2 semaines, mesdames et messieurs, nous recevions sur le plateau de Instant Vérité Boaké Fofana, le directeur général de la SICOGI. Aujourd'hui, la parole est donnée au secrétaire général du collectif national des résidents des logements coloniaux, Wilfried Idriss Diouf. C'est cela? C'est cela. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et merci d'être venu à Instant Vérité. Merci aussi à vous. Alors, Idriss Wilfried Diouf, vous êtes le secrétaire général du collectif national des résidents des logements coloniaux. Alors, quand est né ce collectif et à quoi répond-il? Ce collectif est né en 2012 parce qu'on avait de sérieux problèmes avec M. Kamara Loukiman qui venait d'être nommé directeur de la SICOGI. Et donc, il nous avait servi des exploits de congé. Et donc, il fallait se réunir pour pouvoir défendre au mieux les problèmes des résidents. Voilà. Alors, donc, maintenant, nous allons essayer de rentrer dans le vif du sujet. Oui. Voilà. Alors, la SICOGI a déguerpi les habitants de Cocody Danga Bel-Air. Et le collectif que vous représentez, tout le monde à Cocody Danga Bel-Air et au-delà proteste. Pourquoi? Oui, parce que le déguerpissement n'est pas normal. Il y a eu abus sur les populations de Cocody Danga Bel-Air. Parce que 2012, on a reçu des exploits de congé. Lesquels exploits de congé? Cocody Danga Bel-Air, nous avons contesté en assignant la SICOGI en justice. Et lorsque nous avons assigné la SICOGI en justice, nous gagnons en première instance. La SICOGI, sur la direction de M. Kamara Loukiman, va user de perfidie en disant de laisser toute procédure judiciaire de côté et un arrangement serait meilleur. Suite à cela, ils ont fait visiter 2 cités. La cité Ado et la cité Concorde pour le relogement des locataires de Cocody Danga Bel-Air.
D'accord. Donc, 2 cités ont été construites pour reloger, c'est cela, les populations de Cocody Danga Bel-Air. Voilà. Alors, bon, la question qui vient à l'esprit avant d'aborder cette question-là, c'est quel est le type de contrat qui liait la SICOJ aux habitants de Cocody Danga Bel-Air? Ok. C'est un contrat depuis 1957 et ce contrat a une clause qui stipule que... Quel est le type de contrat? C'était un contrat simple qui se transforme en contrat de location-vente après 3 années d'occupation effective et continue. D'accord. Ici, sur le plateau de Instant Vérité, le directeur général de la SICOJ a dit que c'était un contrat simple et que les 3 sites, Cocody Danga Bel-Air, Trècheville, Craon et Adjamé Mirador, ont été exclus de la mesure de location-vente après 3 ans. Il a été dit ici. Alors, si donc c'est un contrat de location simple, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens ne comprennent pas pourquoi vous refusez de partir, sachant que le propriétaire qu'est la SICOJ peut à tout moment reprendre son site. Bon, justement, c'est ce qu'on ne comprend pas. Et on demande, parce que vous voyez, je pourrais vous montrer des documents. OK? Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui sans documents. Vous voyez que c'est signé Kamara Lukiman, qui signe une attestation de vente le 27 août 2012. Quand on dit que c'est exclu, alors on ne comprend pas. Pourquoi c'est exclu? Il a cité un décret, le jour où il parlait. Il a cité le décret de 1994. Mais le décret de 1994, à aucun moment n'a exclu un site. La preuve, vous verrez qu'ils ont même adressé un courrier au maire de Cocody, lui disant que, comment dirais-je, lui disant que Cocody Danga fait partie des patrimoines locatifs à céder. Voilà, chose bizarre, on ne comprend pas jusqu'au jour d'aujourd'hui pourquoi la SICOJ ils peuvent tenir de tels propos. C'est pas normal. Alors on va continuer, mettez les papiers, voilà. Tous les documents là. Alors, monsieur Diouf, voilà, la situation qui prévaut actuellement, c'est que vous refusez de partir. À Cocody Danga Bel-Air, les maisons ont été détruites. Voilà, les maisons sont en ruine. Et pour vous refuser de partir, vous refusez également l'aide octroyée par le gouvernement. Bon, on veut comprendre pourquoi aussi. Oui, on ne refuse pas de partir. Il était question d'un relogement. Si on nous fait visiter 2 cités, c'est pour que nous puissions entrer dans ces cités, non pas venir donner une aide. Le décret qui a été cité, le décret dit, pour toute rénovation, il faut d'abord reloger. Donc, vous voulez que nous partions avec une aide. On n'a pas parlé d'aide. Mais vous avez dit qu'il y a 2 cités qui ont été construites. Pourquoi vous n'avez pas intégré ces cités? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, c'est ce dont je parle. C'est dit que la SICOJ avait pour obligation de nous reloger avant de déguerpir. Ils nous font visiter 2 cités. Pourquoi nous n'entrons pas dans ces cités? Ils ont dit que les cités n'étant pas finies complètement, il fallait attendre. Ils voulaient donner 960 000 pour que les gens aillent louer une maison avant, en attendant qu'on finisse les cités. On leur a dit non. Utilisez cet argent, finissez les logements afin que nous y intégrons. C'était tout simple. Mais c'est parce que nous n'avons pas encore eu ces logements que nous sommes encore sur les gravats, nous passons la nuit sur les gravats, etc. Alors, vous passez la nuit sur les gravats, vous êtes là, vous ne voulez pas partir. Vous, en tant que collectif, qu'est-ce que vous faites pour ces personnes-là? Puisqu'il n'y a pas d'alternative possible à vous entendre. C'est la SICOJ qui doit nous reloger. La SICOJ doit nous reloger. Tu nous fais visiter 2 cités. Les cité Ado est finie. Cité Concorde est finie. Reloger les gens et c'est terminé, on quitte le site. Est-ce que dans les négociations, vous avez donné cette proposition, vous avez fait cette proposition-là à la SICOJ? Ce qu'on ne comprend pas, comment aujourd'hui vous en êtes arrivé à cette situation avec la SICOJ, en fait? Comment ont été les négociations? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Mais voilà pourquoi je vous dis, tout à l'heure, je le disais, comme je le disais tantôt, ils usent de perfidie. Ils font semblant d'aller dans votre sens. Ils nous font signer des documents pour dire que voici les cités où on va vous loger. Ils sont d'accord parce que Cocody Danga était d'accord pour partir. Le problème, c'est ça. Cocody Danga était d'accord pour partir. Mais il fallait les reloger
à la cité Concorde et à la cité Ado. Pourquoi le directeur de la CICOJ qui dit, lui, l'administration étant une continuité, accepte de suivre le procès. Après procès, quand ils ont gagné en appel et gagné à la Cour suprême, sur des données fausses, c'est vrai. Comment ça, sur des données fausses? Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez ce matin? Bien sûr. Puisqu'il a dit à votre émission ici, lorsque vous le receviez, que Cocody Danga n'a pas été relogé. Or, c'est sur la base du relogement que Cocody Danga a perdu un appel. Est-ce que ces informations-là, est-ce que vous avez protesté? Est-ce que vous avez protesté? Je veux savoir, est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces populations-là, pour éviter d'en arriver à cette situation? Nous sommes allés rencontrer le directeur général de la CICOJ. Nous sommes allés au ministère de la Construction. Nous sommes passés un peu partout. Nous avons fait plus de 100 courriers alertant, parlant de ce drame qui allait arriver. On a informé toutes les populations, toutes les autorités, même les chancelleries. Ils n'ont pas réagi. Comment ça? Comment on peut dire que sur ce plateau-là, que vous avez contacté tout le monde et personne n'a réagi? Comment, ici, les accusés comment on de ne peut pas être réception sont sensible là. à cette situation? Ah mais voilà, justement, c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est dit qu'on a saisi toutes les autorités. Oui, toutes les autorités ont été informées. Nous avons écrit et nous avons fait des relances de courrier. Ils n'ont pas réagi. Nous sommes allés jusqu'à rencontrer le président Bédié. Nous sommes allés rencontrer la Chambre des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro. Ah oui, on va s'occuper de cela, on verra. Mais au ministère de la Construction, on a rencontré le directeur du logement, M. Djibénou Firmin. Et voilà ce qu'il nous a dit. Le sort de Cocody Danga est scellé. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que ça fait partie des logements coloniaux. Comment c'est scellé? Il dit, c'est le patrimoine de la CICOJ. Est-ce que vous mesurez, vous imaginez la teneur de vos propos ce matin? Mais si. Vous êtes en train de dire que la CICOJ vous a dépouillé, je vais dire, la CICOJ vous a mis à la... Voilà. La CICOJ vous a mis à la rue. C'est cela, c'est ce que vous voulez dire ce matin? Oui, la CICOJ a mis à la rue. Sans raison. Même dans les négociations, je vais vous dire, il était question, après les avoir relogés, avant de procéder à un déguerpissement, il fallait attendre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais ça n'a pas été fait, c'est en pleine année scolaire, à l'approche des examens. En pleine saison de pluie. Mais depuis 2012, vous avez dit que depuis 2012, vous avez été en négociation avec M. Kamara Lukiman, qui était encore le directeur général de la CICOJ. Alors, de 2012 à 2018, nous sommes pratiquement à 6 ans. Oui. 6 ans. Oui. Voilà. Comment se fait-il que pendant 6 ans, vous n'avez rien fait? Les choses sont restées telles quelles. Et aujourd'hui, vous vous mettez dans une situation d'enlisement qui ne dit pas son nom. On ne comprend pas pourquoi. Ce n'est pas que nous n'avons rien fait. Puisqu'il y avait un procès en cours. Il s'agissait de 33 locataires qui avaient assigné la CICOJ en justice. Il y avait 44 autres qui étaient là, qui n'étaient pas sous la menace d'une quelconque décision de justice. Nous avons approché le directeur de la CICOJ. Il nous a même demandé de lui faire une proposition. Compte tenu des documents que nous avons, nous lui avons demandé la cession. Parce qu'il y a une clause dans le contrat qui a été signé qui dit accession à la propriété. Je ne sais pas si votre cadre peut faire un gros plan sur cela. Il faut l'appliquer, c'est tout. S'il vous plaît. Oui. Oui, c'est ça. Oui, allez-y, exprimez-vous, exprimez-vous. Oui, donc il faut appliquer, voilà, accession à la propriété, et ça fait partie du contrat signé depuis 1957. Mais comment un contrat simple, un contrat de location simple, peut devenir un contrat de... Enfin, c'est dans les clauses du contrat, c'est ce que vous voulez dire. Oui, voilà. À la fin du contrat. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez négocié avec la CICOJ pour que ce contrat-là soit respecté? Pour que l'esprit et la loi de ce contrat-là soient respectés. Nous avons fondé un espoir lorsque M. Kama et Bouaké Fofana a été nommé directeur. Lorsque nous le rencontrions, il nous disait ceci. Bon, lui, il vient, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Il n'est pas venu pour déguerpir, non. Mais il vient pour appliquer les choses.
Alors nous nous sommes dit, enfin, voilà un directeur qui reçoit d'abord le collectif et à notre grande surprise, on déguerpit. Voilà. Monsieur Diouf, oui. Il se trouve qu'on a du mal, les Ivoiriens ont du mal à comprendre ce que vous dites ce matin. Comment vous pouvez dire que la CICOJ, sans sentiment, sans regret, la CICOJ vous met à la rue après des négociations où vous avez gagné peut-être une partie en procès, l'autre partie vous avez perdu, mais en même temps, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez, enfin que vous refusez de dire? Parce que ce n'est pas possible que la CICOJ, avec les informations que vous avez là, la CICOJ vienne et vous mette dehors. Il y a quelque chose qui ne marche pas, forcément. Dites-nous la vérité. Vraiment. Non, la vérité, c'est celle-là. On demande tout simplement d'appliquer les tests. Vous verrez, il y a un arrêté présidentiel. M. Bouaké Fofana, il est nommé par décret. Il est fier d'exercer sa fonction en tant que... Parce qu'il est nommé par décret. Pourquoi ne pas appliquer les arrêtés présidentiels? Pourquoi ne pas appliquer les décisions des présidents? Il y a un arrêté présidentiel qui dit qu'il faille céder les maisons après constatation. Où est l'arrêté présidentiel? Voilà, je peux vous le montrer. Tout est là, madame. Voilà. De 1970. Je l'ai mis en jaune. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec la CICOJ? Comment vous avez pu négocier? Je veux dire, c'est une mauvaise négociation de votre part. Comment vous avez pu négocier Non, ce n'est pas une mauvaise négociation, c'est une mauvaise foi des directions de la CICOJ. Non, je vous en prie, je vous en prie. Vous ne pouvez pas venir ici sur ce plateau pour dire que la CICOJ use de mauvaise foi. Non. OK. Comment avez-vous mené les négociations? Est-ce que le président de la République est saisi de cette situation? On lui a écrit. Nous avons envoyé plus de 5 courriers au président de la République. Nous avons les accusés de réception. Nous avons écrit au président de l'Assemblée. Nous avons écrit à la grande chancelière. On a écrit à tout le monde pour se faire entendre. Mais aujourd'hui, oui. En attendant que les maisons, les cités Ado, Ayopougon, Cocody, Ayopougon, Alamaka et PK18, voilà, soient construites ou encore, je ne sais pas à quel niveau se trouvent les travaux. Alors, mais le gouvernement vous offre, je reviens sur cette question, une aide au relogement, une mesure transitoire. Vous refusez cette mesure-là. Non, on n'a pas refusé. Manifestement, vous avez refusé, s'il vous plaît. On n'a pas refusé. Vous avez refusé. Nous avons demandé plutôt au gouvernement, au ministre de la Construction, d'utiliser les 1 million qu'il nous donne pour nous trouver des logements décents et nous irons. Mais là, actuellement, voilà, les 1 million, mais là, actuellement, qu'est-ce que vous faites? On vous donne les 1 million. Vous partez ou vous restez sur le site de Cocody Dangabélé? 1 million, madame, avec 1 million, vous ne pouvez pas... Vous savez que c'est des maisons pour économiquement faibles. Il y a au sein de ces logements peut-être 3 familles. Mais moi, j'en appelle maintenant à votre responsabilité. Oui. Si au sein des logements, il y a 3 familles, vous dites que vous êtes en pleine année scolaire. Peut-être que la CICOJ, comme vous le dites, je ne sais pas, vous a déguerpi à la dernière minute. Alors, OK, en pleine année scolaire, en pleine saison des pluies, vous, en tant que collectif, qu'est-ce que vous conseillez à ces parents-là? Ils ne peuvent pas rester sur ce site comme ça. Oui, justement. On se dit, n'ayant nulle part où aller, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Nous appelons, à chaque fois nous lançons un appel au président de la République de réagir parce que l'État de Côte d'Ivoire, c'est un droit constitutionnel, a pour obligation de loger ses citoyens. La Direction générale de l'Office national d'identification porte à la connaissance des demandeurs de la carte nationale d'identité que des centaines de milliers de cartes produites sont disponibles. Par conséquent, elle invite les pétitionnaires ayant reçu des SMS à se rendre dans leur centre d'enrôlement tous les jours ouvrables de 8h à 16h30 pour le retrait de leur carte. Les pétitionnaires dont les cartes ne sont pas encore établies peuvent appeler le 20 30 79 40 ou consulter le site internet www.oni.ci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans Instant Vérité. Vous êtes toujours dans Matin Bonheur et nous sommes avec M. Wilfried Idriss Diouf. Il est le secrétaire national du collectif des résidents des logements sociaux. Coloniaux. Des logements coloniaux, autant pour moi. Alors, mais en attendant, comme
la question que je vous ai posée à l'instant. Alors, en attendant, qu'est-ce que vous faites pour soulager les populations déguerpies? Vous, en tant que collectif, qu'est-ce que vous faites? Bon, nous les soutenons comme on peut. Nous venons même les aider à passer la nuit sur les gravats, parce que c'est ce que, pour le moment, nous n'avions pas de logement pour eux. Nous n'en avons pas. Nous nous adressons aux autorités ivoiriennes. Et vous voyez, nous sommes allés au ministère de la Construction sur instruction du Premier ministre. Mais vous ne savez pas où les reloger aujourd'hui, parce que bien avant cette situation-là, la CICOJ, vous avez négocié avec la CICOJ, elle vous a proposé de vous reloger, le temps de rénover le site, le temps aussi peut-être pour la société de reprendre la main sur les constructions en arrêt, peut-être à Yopougon, à la Maca ou encore à Bobo PK18. Vous avez refusé cette proposition-là. Ils ont arrêté les constructions? Non, c'est à vous de nous dire. Non, ils n'ont pas arrêté, c'est fini. Cité Ado est fini, Cité Concorde est fini. Comprennent les gens, aller dans la négociation, même ils ont dit que tout le monde ne pouvait pas être sur la Cité Ado. Raison pour laquelle ils ont proposé 2 cités. Mais pourquoi vous n'avez pas intégré? Quelle négociation? C'est ce que nous ne comprenons pas. Pourquoi la CICOJ n'a pas fait intégrer les populations de Danga? Il ne s'agit que de 77 logements. C'est pas compliqué. Je vous donne l'exemple. Craon D, à Trècheville, c'est 513 logements. C'est difficile. Mais à Cocody Danga-Bel-Air, il s'agit seulement que de 77 logements. Monsieur Diouf, oui. Donc à quand la fin de ce bras de fer avec la CICOJ? Parce qu'on ne comprend pas du tout. On ne peut pas avoir 2 versions, 2 positions aussi extrêmes sans qu'on puisse les réconcilier. Alors à quand donc la fin de ce bras de fer? Les familles sont dans la rue. Oui, voilà pourquoi, au cours d'une manifestation, nous avons interpellé le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, qui a donné instruction au ministre de la Construction et celle de la Solidarité. Ils nous ont dit, quand ils nous ont reçus, qu'ils relogeaient les populations de Danga. Nous avons applaudi. On était convaincus que le relogement se serait fait le lendemain. Il a même demandé que les 77 locataires viennent à la tour D, au 26e étage. Nous y étions, à notre grande surprise. Il ne s'agit plus de choses. Ils ont séquestré. Non, s'il vous plaît, vous n'allez pas... C'est ce qui s'est passé. Madame, c'est ce qui s'est passé. Contraindre des gens à signer pour prendre un million. On ne peut pas vous contraindre à prendre les millions. La preuve, toutes les informations que nous avons eues, c'est que 44 familles ont accepté d'elles-mêmes de prendre... C'est pas vrai. Oui, ce montant. C'est pas vrai, madame. Alors, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous voulez... Non, il n'y a pas 44 personnes, il faut rectifier. Il n'y a pas 44 personnes qui ont pris de l'argent. C'est pas vrai. Eux-mêmes, dans leur communiqué, le communiqué du ministère, ils disent qu'il y a 38 encore qui n'ont pas pris. Et chez eux, il y a 40 et il y a 37 qui n'ont pas pris. Bon, Monsieur Diouf, oui. il s'agit aujourd'hui pour vous de trouver une solution à cette situation. Voilà. Alors, nous allons en discuter plus amplement dans d'autres espaces, mais là, aujourd'hui, en tout cas, merci Idriss Wilfried Diouf, merci d'être venu à Instant Vérité pour nous donner ces explications sur le litige qui oppose la CICOJ aux habitants de Cocody Danga-Bel-Air. Aujourd'hui, ces familles attendent une chose, c'est que l'État leur octroie des maisons. Oui, voilà, juste. Seule alternative conséquente. Alors, c'est là donc la fin de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette rubrique. Restez avec nous sur RTI 1 et bien sûr, dans Matin Bonheur. Merci beaucoup. Gabriel Zani est votre invité. On vous retrouvera donc le lundi prochain dans le cadre, bien sûr, d'Instant Vérité. Il est 7h05, mesdames et messieurs, partout en Côte d'Ivoire, en UTC. Dans quelques instants, nous allons parler un peu de l'actualité au niveau de l'enseignement supérieur de notre pays, qui est rythmé par une certaine modernisation. On verra si elle est effective et puis si elle est en adéquation avec tout ce qui nous aide quand même au niveau du savoir. Ce sera avec monsieur Dr Abdou Maïga, directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le thème de la thématique de ce lundi, c'est bien sûr modernisation des outils de l'enseignement supérieur. Ce sera juste après ceci. Selon moi, il est très important de moderniser les outils de gestion, surtout dans les universités, les écoles,
Parce que de nos jours, tout est connecté. Et les étudiants travaillent par ordinateur. Les cours même se préparent par ordinateur. Et je pense qu'il est très, très primordial de moderniser. Parce que cela permet d'identifier tous les étudiants, de savoir quel nombre d'étudiants qu'il y a dans telle ou telle filière. Cela va permettre de leur donner un meilleur enseignement, un meilleur programme. La Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 n'est pas sans passer par la modernisation des outils de gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plusieurs innovations ont été mises sur pied en vue de gérer efficacement les étudiants, faciliter leur dénombrement et surtout contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie et d'études. La carte d'étudiant multiservice nous permet de pouvoir mieux situer l'étudiant dans son monde, dans son université et sur son site. Parce que cela permet à l'étudiant de s'identifier dans la rue comme étant un étudiant de gestion. Il y a beaucoup d'avantages, surtout en termes de listing par rapport aux étudiants dans l'université. Cela permet de connaître, de savoir, de connaître tous les étudiants, de savoir qui est étudiant ou qui n'est pas étudiant. Et ça permet de maîtriser cette masse d'étudiants-là, puis vraiment leur pouvoir faire des programmes outillés pour que la formation des étudiants soit vraiment bien faite. Les intérêts des nouveautés apportées aux outils de gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont multiples. L'identifiant permanent et la carte d'étudiant multiservice sont les premiers nés de la modernisation dans la gestion du cursus et de la vie de l'étudiant ivoirien. L'identifiant permanent, quant à lui, favorisera un suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant des universités et grandes écoles et il garantira l'unicité de l'identifiant pour une meilleure évaluation de l'efficacité du système éducatif. La carte multiservice a une diversité de fonctions. Elle sert de carte bancaire, visa, de carte de buste, donne droit à plusieurs services, à savoir la bibliothèque, la restauration, les chambres en cité. L'Internet est primordial de nos jours. Ce n'est pas que pour Facebook et pour les réseaux sociaux, non, c'est pour vraiment essayer d'étudier, essayer de faire ses recherches. Alors, la connexion Wi-Fi permet aux étudiants de renforcer leurs études. Elle permet aux étudiants de faire davantage de recherches. Le monde actuel nous oblige, parce que nous sommes actuellement dans le monde des TIC. Sans TIC, vraiment, on ne peut rien faire. Et apporter un outil des TIC comme le Wi-Fi dans le milieu universitaire est l'idéal. L'accès à la couverture Internet facilitera les travaux d'études et de recherche des étudiants. Toutes ces innovations donnent bon espoir en un système éducatif supérieur compétitif sur l'échiquier international. Notre élément nous parle de cartes, carte multiservice qui a besoin d'Internet pour marcher et beaucoup d'autres choses afin de permettre d'identifier les étudiants. Alors monsieur, dites-nous, à quoi servira réellement cette carte? Merci bien. En fait, cette carte, il y a plusieurs enjeux. Le premier élément, c'est la maîtrise des effectifs. Donc cette carte, sur la carte, si vous avez remarqué, il y a un identifiant permanent. Donc l'idée, c'est d'accorder à chaque étudiant un identifiant permanent qui permet de l'identifier dans le système. À partir de là, on lui donne une carte d'étudiant multiservice qui permet de savoir à tout moment, lorsqu'on est face à une personne sur le campus, que cette personne est réellement un étudiant qui est inscrit. Docteur Abdou Maïga, on a combien d'étudiants en Côte d'Ivoire en 2018, à l'heure où vous êtes sur notre plateau? À l'heure actuelle, pour ceux qui ont été identifiés, on a 250 000 étudiants. Non, hors identification. Avant, j'imagine que quand vous êtes venu, vous avez fait l'état des lieux. Puisque quand vous n'étiez pas là, vous critiquiez peut-être certaines choses. Bon, vous êtes là, donc on a combien d'étudiants exactement? Exactement, actuellement, il est quelle heure? Il est 7h10. Il y a combien d'étudiants? Alors, actuellement, il faut distinguer deux choses. Il y a des étudiants, de façon générale, qui sont répertoriés. Et il y a le nombre d'inscrits. Ça, c'est deux éléments différents. Donc, à l'heure actuelle... Quel est le nombre exact d'étudiants qu'on a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, toutes tendances confondues? C'est ce que j'ai dit, on a 250 000 étudiants, que ce soit dans le privé comme dans le public, à l'heure actuelle. 250 000, c'est le 250, chiffre. c'est le chiffre. Si quelqu'un de la Banque mondiale nous regarde, qui veut prendre ça pour faire une étude, c'est ce chiffre-là qu'il prend. C'est ce chiffre qu'il prend. 250 000. Oui. D'accord. Alors, la carte, c'est seulement le seul outil ou bien il y a d'autres choses qui viendront en appoint? Encore plus pour moderniser l'enseignement supérieur?
Alors, la carte, ce n'est pas le seul outil. Comme j'ai dit, l'élément de base d'entrée dans le système, c'est l'identifiant permanent. Mais derrière cet identifiant permanent, nous avons mis en place ce qu'on appelle le logiciel de gestion intégrée de l'enseignement supérieur et des universités. Donc, c'est un système intégré qui permet de gérer, on va dire, l'ensemble du parcours de l'étudiant. Donc, depuis l'inscription, la délivrance des certificats de scolarité, les relevés de notes. Son attribution de chambre. Exactement. Donc, tous ces aspects-là sont gérés dans ce processus de gestion intégré qui permet d'avoir une cartographie en temps réel de ce qui se passe sur nos différentes facultés. Voilà. Docteur Maïga, vous êtes le concepteur de la carte. Comment être sûr que la carte de X ne va pas se retrouver avec Y? Alors, c'est facile parce que sur la carte, il y a un identifiant permanent. Comme je l'ai dit, l'identifiant permanent permet d'identifier de façon unique un étudiant. Ce qui veut dire, même si l'étudiant sort de notre système, par exemple, il a un emploi suite à sa licence ou à son master, il arrête ses études. Lorsqu'il revient dans le système d'enseignement supérieur, il revient avec le même identifiant. Donc, c'est un identifiant qui est permanent pour répondre donc à l'existence de LMD qui veut qu'on puisse faire la formation tout au long de la vie. Voilà. C'est une carte gratuite? C'est une carte qui est gratuite pour les étudiants. Il n'y a pas de frais? Il n'y a pas de frais. D'accord. Et on aura toutes les informations dessus jusqu'à ce que l'étudiant travaille, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine traçabilité. Exactement. D'accord. Ça, c'est bien, c'est déjà bien. Et puis, quand on fait ça, quand on a fait ça, et les autres chemins qu'on va explorer, c'est quoi? Par exemple, est-ce que ce n'est pas une manière de détourner les problèmes? Est-ce que les étudiants n'ont pas d'autres problèmes un peu plus urgents que la carte? Est-ce que par le passé, les moyens qu'on avait pour les identifier n'étaient pas si suffisants pour axer les moyens techniques dans un autre cadre, par exemple? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte est la porte d'entrée. Derrière la carte, il y a un ensemble de services. On parle de cartes d'étudiants multiservices. Donc, derrière la carte, il y a un service bancaire qui permettra de résoudre le problème de paiement des bourses, par exemple. Les étudiants vont faire la file, c'est difficile d'avoir la bourse. À partir du moment où, derrière cette carte, il y a un compte bancaire, on pourra virer automatiquement les bourses des étudiants sur la carte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a l'opération de déploiement du Wi-Fi sur les campus universitaires, qui est presque achevée en ce moment. Alors, l'étudiant qui est inscrit, à travers son identifiant permanent, pourra avoir accès au réseau qu'on appelait le RITA, le réseau ivoirien des télécommunications pour l'enseignement et la recherche, que nous avons mis en place, qui permet à l'ensemble des universités d'être interconnectées et d'être connectées à l'ensemble des réseaux d'éducation et de recherche à travers le monde. Donc, grâce à cet identifiant, lorsque l'étudiant est inscrit sur le campus, il pourra avoir accès à ce réseau. Donc, ce réseau lui donne accès à un ensemble de contenus. Donc, contenu numérique, bibliothèque numérique, les cours en ligne, etc. Donc, il ne faut pas voir simplement la carte, mais derrière cette carte, c'est un ensemble de services qu'on développe. Est-ce que cette carte permet, par exemple, à l'étudiant d'avoir vraiment un large panorama de ce qu'il attend dans sa formation, tout ça, et puis ce qu'il peut faire plus tard? Ou bien c'est justement, après la vie estudiantine, basta? Non. Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de cartes avant. Hein. Il y a eu des cartes avant. Et la particularité de cette carte, c'est vrai, elle est moderne, il y a une certaine traçabilité, mais est-ce qu'elle permet l'essentiel de l'étudiant, c'est-à-dire avoir des débouchés? Effectivement, cette carte, avec la carte, l'étudiant aura accès à un espace numérique de travail. Dans cet espace numérique de travail, il aura l'ensemble des informations de son cursus, donc les différentes unités d'enseignement auxquelles il a participé, les notes qu'il a obtenues. Il pourra, via cet espace, avoir accès à un certain nombre de certifications à travers nos partenaires. Donc aujourd'hui, nous savons que la formation théorique n'est pas forcément suffisante. Il faut par moment, pour l'étudiant, avoir des certificats. Donc à travers cet espace, il aura droit à faire un certain nombre de certificats. Il aura également droit à un ensemble d'outils qui lui permettra de travailler des outils bureautiques, etc., gratuitement. Donc tout ceci est mis ensemble et effectivement, dans son espace, il pourra faire des demandes des différents actes de l'université. Il pourra demander des certificats de scolarité en ligne. Il pourra demander son relevé des notes sans se déplacer. Et aujourd'hui, ça c'est une réalité, l'ensemble des étudiants peuvent s'inscrire en ligne sans se déplacer pour aller faire la file. Ça c'est une innovation que nous avons introduite depuis la rentrée 2017-2018. Il est possible pour l'étudiant de s'inscrire à partir de chez lui, à la maison, de choisir les unités d'enseignement auxquelles il veut participer, de faire ses évaluations, de voir ses notes, etc. Donc tout ceci est possible parce qu'il y a un identifiant permanent qui est derrière, qui permet d'identifier de façon unique chaque étudiant. Et tout ça se passe avec la connexion Internet.
Est-ce que ça ne va pas pénaliser les utilisateurs quand on sait qu'il y a très souvent des problèmes de connexion Internet? Et s'il y a un problème de connexion Internet, comment on pallie à ce problème-là? Alors, c'est une bonne question. Comme je disais tantôt, nous avons mis en place le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche. C'est-à-dire que c'est un réseau qui est dédié uniquement à l'enseignement et à la recherche. C'est un réseau haut débit, donc qui permettra à l'étudiant d'avoir accès à toutes ces informations. Donc lorsqu'on est sur le campus universitaire, dans l'espace de l'université, on est connecté avec l'ensemble des universités, donc on a accès à ce réseau. On ne parle pas de problème de connexion, puisqu'on est dans un réseau local. Donc l'étudiant a accès à son espace de travail, il a accès aux cours qui sont mis en ligne, il peut revisiter les cours donc, pour améliorer donc, son apprentissage. Ensuite, lorsqu'on sort de ce réseau, donc ce réseau permet d'aller également vers Internet. La Côte d'Ivoire a souscrit à ce qu'on appelle le projet Africa Connect 2, qui est un projet qui ambitionne ou qui est en train de connecter la Côte d'Ivoire, donc l'Afrique de l'Ouest, notre région, à l'ensemble des autres réseaux d'enseignement et de recherche. Donc le réseau européen, le réseau géant, et le réseau américain pour l'enseignement et la recherche Internet 2. Donc à partir de là, les étudiants auront tout ce dont ils ont besoin, effectivement, pour pouvoir travailler dans ce cadre. Justement, docteur Abdou, besoin. Est-ce que, quand vous parlez de besoin, j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que les étudiants ont été consultés ou bien associés à la mise en place, à l'élaboration de cette carte? Est-ce qu'ils vous ont dit que c'est ce dont ils ont vraiment besoin sur le campus actuellement? Oui, absolument. Les étudiants ont été consultés, les enseignants, enfin l'ensemble des acteurs des universités. Et il ressortait qu'il y avait un besoin par rapport à cette carte. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le système LMD offre la mobilité. Ça veut dire que M. Kwasi, qui commence sa licence à l'université de Félix Houphouët-Boigny, il est possible pour lui d'aller terminer sa licence à l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Mais ça ne peut pas être possible si on n'a pas un identifiant permanent. Ça veut dire que lorsqu'il arrive à l'université Alassane Ouattara, il faut qu'on sache quelles sont les unités d'enseignement qu'il a prises lorsqu'il était à l'université Félix Houphouët-Boigny. Quelles sont les notes qu'il a obtenues. Et pour ça, il faut qu'on puisse l'identifier. Mais les identifiants permanents, ça existe depuis longtemps, docteur? Non. D'une certaine manière. Ça existe? Quand l'étudiant, vous n'allez pas me dire que la Côte d'Ivoire, qui est un pays vraiment cardinal en Afrique de l'Ouest, n'identifiait pas ses étudiants depuis l'indépendance quand même. Alors, il y a une nuance. Il existait des numéros de cartes d'étudiants. Chaque institution donnait des numéros de cartes d'étudiants à ses étudiants. Les étudiants avaient avant un numéro matricule qui suivait tout le monde. C'est ce que je dis. Oui. Lorsque vous êtes à l'université Félix Houphouët-Boigny, on vous donne un numéro matricule, un numéro de carte d'étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Lorsque vous êtes à l'université Nangué-Abrogwa, on vous donne un numéro de carte d'étudiant de cette université. Donc vous avez deux numéros. Quand vous allez à l'université Alassane Ouattara, on vous donne un autre numéro, un numéro matricule de l'université. Aujourd'hui, nous sommes dans un système intégré. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de barrière entre les universités. Les universités, on doit pouvoir continuer la formation d'une université à une autre. Ça, ce n'est pas possible quand l'étudiant se retrouve avec 30, 40 identifiants. Donc ici, la nouveauté, c'est de dire il a un seul identifiant pour le système d'enseignement supérieur. Lorsque vous rentrez dans l'enseignement supérieur, on vous attribue un identifiant permanent que vous conservez, quelle que soit l'université. Les anciens identifiants, qu'est-ce qu'on en fait? Vous basez là-dessus pour refaire le nouveau ou bien comment ça va se passer? Non, les anciens identifiants sont conservés dans la base de données. Le système ne va pas bugger après avec trop d'identifiants. Monsieur Kwasi, par exemple, a un identifiant X, un identifiant Y, un identifiant Z. Maintenant, il a un identifiant D qui va englober les autres. Est-ce que ça ne donne pas des maux de tête après? Pas du tout. Justement, c'est pour simplifier. C'est-à-dire que monsieur Kwasi, il n'a plus à retenir A, B, C, il a juste à retenir D. Mais pendant ce temps, comme on connaît la technologie, ABC, c'est quelque part. C'est quelque part. C'est lié. C'est lié. C'est lié. Donc, on va récupérer tout son historique. Tous les ABC vont être récupérés. Donc, lorsqu'on met le D, ça récupère tous les ABCD. Donc, à partir de ce moment, ça devient plus facile pour lui. Lorsqu'il se présente au ministère, il donne son identifiant, on a accès à son dossier. Quelle que soit l'université dans laquelle il se présente, il donne uniquement son identifiant et on a accès à son dossier. Est-ce qu'il y a des étudiants qui, enfin, je ne sais pas si je peux dire des mauvaises langues, qui disent c'est pour mieux contrôler les étudiants, pour savoir où ils sont, pour mieux les réprimer après? Il y en a qui pensent ça. Bon, je ne sais pas si ça fait partie de vos objectifs. Hein. Non, pas du tout. A priori, non. A priori, non. On vous fait confiance. Oui. D'accord. Alors, Nessia, une question? Ben oui, hein, on parlait en plus de l'identifiant, en plus de tous les avantages, on a parlé également de carte bancaire. Cette carte pourrait être utilisée en banque. Expliquez-nous un peu. Puis il a parlé de partenaires aussi. C'est que quelque part derrière, il y a des partenaires, tout ça. C'est ça, exactement. Alors, cette carte
On a dit carte d'étudiant multiservice. C'est une carte bancaire Visa International. Ah, voilà. Donc c'est une carte à puce, il y a une puce qui est intégrée dans cette carte. Donc avec la carte, l'étudiant, pas qu'il pourrait, mais il peut déjà, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'il a sa carte, accéder à un guichet automatique, faire un retrait, d'accord? Il peut ouvrir un compte bancaire à des taux préférentiels. Avec la carte également, comme on a dit tantôt, on a des partenaires. Donc il y a des magasins, des boutiques dans lesquels l'étudiant, avec sa carte, lorsqu'il a de l'argent sur cette carte, il pourra faire des achats d'ouvrages avec une réduction de 10-20%. Ah bon? C'est déjà établi? C'est déjà établi. Tout ça, c'est déjà établi. On a une liste des partenaires. Donc l'étudiant, lorsqu'il obtient sa carte, on lui donne un pamphlet. Donc sur ce pamphlet, il y a la liste des partenaires qui est en train de s'agrandir puisqu'on essaie de négocier avec différents partenaires au fur et à mesure. Voilà. Et avec cette carte, vous pouvez savoir à tout moment où l'étudiant se trouve, même s'il est en vacances, soit dit en passant. Non, ce n'est pas une carte. Docteur Abdou, s'il vous plaît. Avec une telle carte, il y a une certaine traçabilité, vous l'avez dit en début d'émission. Donc on peut savoir à tout moment où l'étudiant est. Alors quand on parle de traçabilité, c'est par rapport à son parcours étudiant. C'est-à-dire que c'est par rapport à sa formation pédagogique. Alors, à partir du DNFM permanent, moi je sais que l'étudiant est inscrit à l'Université Alassane Ouattara en licence de droit, en 2e année, etc. Donc c'est ça la traçabilité par rapport au parcours. Ah, c'est de cette traçabilité-là que vous parlez. Voilà, c'est de cette traçabilité. On va vous croire là-dessus comme ça. On va vous croire là-dessus comme ça. Est-ce que cette carte peut être utilisée pour prendre du crédit? Par exemple, je suis étudiante, j'ai cette carte, je dois m'inscrire, je n'ai pas les moyens d'acheter, de payer mes frais d'inscription. Est-ce que cette carte pourrait me permettre de m'inscrire à crédit? Alors, ça, c'est une question qui est à l'étude. Alors, vous savez que pour faire du crédit, ça, c'est une question qui est liée aux banques. Il faut que les banques acceptent de faire du crédit à un étudiant qui, soit dit en passant, n'a pas vraiment d'historique de crédit. Et l'étudiant peut être accompagné par l'université. Oui. C'est une possibilité. Donc, c'est une question qui est à l'étude. C'est pas une possibilité, c'est votre rôle aussi de mettre les étudiants dans les mains. C'est vrai. C'est la modernisation. Vous êtes bien prêt à mettre des systèmes avec des partenaires. Bon, profitez, faites en sorte que ces partenaires-là soient aussi là pour aider les étudiants. On ne peut pas les obliger. Nous faisons. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas les obliger, voilà. mais la fonction première, la finalité pour l'étudiant, c'est d'après, vous devez l'aider à se prendre en charge. Absolument. Donc, ça fait partie. C'est ce qu'on fait. Ça fait partie. C'est ce qu'on fait. En fait, nous, notre rôle, si vous remarquez bien, tout ce qu'on met en place comme outil, l'objectif final, c'est d'améliorer la qualité de la formation. Pourquoi j'ai du mal à croire que ce n'est pas gratuit? Pourtant, vous me dites que c'est gratuit. J'ai difficilement du mal à croire. Vous êtes sûr que la carte est gratuite? Il y a des étudiants qui ont déjà bénéficié de la carte. On ne paye rien, vous êtes Vous avez sûr? vu tout à l'heure certains étudiants qui parlaient des avantages qu'ils ont à avoir cette carte. Ils l'ont déjà eu. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Les yeux dans les yeux, docteur. Oui, bien sûr. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Les étudiants ne vont pas nous appeler le standard de la RTI pour dire que le monsieur là, il est venu, voilà. Non. La carte, elle est totalement gratuite pour l'étudiant. Sinon, vous allez passer à Instant Vérité le lundi prochain. D'accord, on vous croit. On vous croit. Tant que ça fait avancer, tant que ça aide nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, ça fait plaisir. Docteur Abdou Maïga est avec nous, mesdames et messieurs, pour parler de ce projet révolutionnaire là qui est effectif. Hein, oui, c'est effectif. C'est effectif. C'est la modernisation des outils de l'enseignement supérieur. Il nous reste 3 minutes récapitulatifs, s'il vous plaît. Alors, récapitulatif, nous disons que tout ce qui est en train d'être fait en termes d'outils pour moderniser la gestion de l'enseignement supérieur a pour objectif d'améliorer la qualité de la formation, d'accorder plus de crédibilité à nos diplômes. En passant, je vous signale qu'à travers ces outils de gestion modernes, nous avons procédé à une réforme d'examen du BTS, qui a vu l'introduction des TIC par l'introduction des codes barres, pour garantir l'anonymat des copies des étudiants. Donc l'étudiant n'écrit plus son nom sur la copie d'examen. Il appose un QR code, donc qui garantit l'anonymat de la copie. Ensuite, nous avons introduit le contrôle biométrique. Donc l'étudiant, au lieu d'émarger sur une fiche, donc il pose son empreinte sur un appareil qui s'assure que l'étudiant qui a été en classe est bel et bien celui qui est en train de composer. Voilà. Donc ça confère une crédibilité donc, au diplôme. Ensuite, nous avons introduit la délibération assistée par ordinateur après l'examen du BTS. Donc toutes les notes, tout ça, c'est géré par un système central qui confère donc à ce diplôme une certaine crédibilité. Nous avons également travaillé... On nous signale que concernant les empreintes, il y a des étudiants pour qui ça ne passait pas pendant les examens, notamment le BTS. Ça, c'est dans tout système. Il y a quelques individus pour lesquels les empreintes peuvent ne pas passer. Pourquoi? C'est des questions techniques des personnes pour lesquelles les empreintes ont été abîmées. La probabilité, combien de pourcents?
on va dire c'est 0, quelque chose %, parce que c'est des personnes qui sont vraiment très, très rares. Et quand c'est comme ça, il y a une procédure spéciale d'identification de cette personne. Donc, lorsqu'on va prendre son empreinte, on constate qu'effectivement, cette personne a des problèmes au niveau donc, de ses empreintes. Donc, cette personne est signalée... C'est rare quelqu'un qui a des problèmes de ses empreintes. C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Oui, ça existe. Comme ça, cette personne ne pourra jamais aller dans aucun aéroport, hein, franchement. Pourtant, ça existe. C'est des problèmes techniques qui peuvent arriver. Donc, ces personnes sont répertoriées et il y a une... Mais comme j'ai dit, c'est vraiment... C'est vraiment très, très rare. Voilà, c'est vraiment très, très rare. Et l'autre aspect, tout cela est possible dans une infrastructure réseau, comme nous avons mis en place, qu'on a appelé le réseau ivoirien des télécommunications pour l'enseignement et la recherche, un réseau haut débit qui est dédié à l'enseignement et la recherche, qui permettra aux étudiants d'être connectés à l'ensemble des universités, bien entendu en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest, via le réseau WACREN, mais également à avoir accès à l'ensemble des réseaux d'enseignement et d'éducation en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est le projet de l'Union européenne avec la participation de l'État de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Africa Connect 2. Donc tout ceci, tout cet environnement qu'on met en place a pour objectif, bien entendu, de faciliter l'accès à la formation de qualité à nos étudiants, de faciliter la gestion même au quotidien de l'enseignement supérieur. Mieux gérer leur traçabilité. Exactement, en termes de parcours pédagogique. Et autres affinités. Bon. Et également d'avoir en temps réel la situation de l'enseignement supérieur. Pourquoi j'insiste, docteur, sur la traçabilité? Parce que des fois, c'est mieux quand j'entends l'Union européenne, je suis un peu choqué parce que j'estime qu'il faut faire en sorte que ces étudiants restent au service du pays. C'est-à-dire même après des voyages, la traçabilité est importante dans le sens où on sait que M. Kouassi, qui a eu tel diplôme ici, peut-être aux États-Unis, mais il va revenir. C'est-à-dire maintenir le lien avec les étudiants afin qu'ils puissent venir rendre service à leur pays. C'est en cela que moi j'aime beaucoup cette initiative, non? Tout à fait, bien sûr. Il y a un système de suivi des diplômés. Ce n'est pas suivi pour mater les étudiants. Non, pas du tout. C'est pour leur bien. Voilà, faut expliquer ça. Exactement. Voilà. Lorsqu'on forme un étudiant et qu'il sort de notre système, il s'enregistre et donc il a un identifiant, on sait, via un formulaire qu'il remplit, dans quelle entreprise il est en ce moment, qu'est-ce qu'il fait exactement, donc, etc. Donc vous confirmez ce que je disais, il y a une traçabilité, soit dit en passant. Oui, pour la bonne cause. Oui, de l'information, bien entendu, de l'information. C'est tout ceci qui permet d'avoir une gestion proactive de l'enseignement supérieur. Si vous n'avez pas de visibilité sur le taux de déplacement de vos diplômés, si vous n'avez pas de visibilité sur la situation de ceux qui sont sortis des universités, comment vous pouvez adapter l'offre de formation? Donc, c'est cela, le système LMD. L'offre de formation doit être adaptée de façon permanente. À chaque fois, on revisite les curricula pour mettre à jour donc, les maquettes pédagogiques. Merci beaucoup, Dr Abdou Maïga. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avec vous, nous évoquions la modernisation des outils de l'enseignement supérieur avec cette fameuse carte qui fera beaucoup de bien, on l'espère, du fond du cœur, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs du milieu estudiantin. Voilà. On a fini? Oui, Marco. On a fini nos études pour ce matin? On a fini nos études pour ce matin. Est-ce qu'on a eu le diplôme LMD? Ah bah, au professeur. C'est validé, l'émission est validée? C'est bon? Il faut passer un test. Il faut passer un test. Mon autorité, le test, on l'a admis. Allez. Et demain, on sera avec vous avec beaucoup de plaisir. Ciao, ciao, bonne journée sur RTI1. Nos programmes se poursuivent.